Bonjour à tous, Brony et Vegasys sur Francophone, et bienvenue dans votre chronique garantie sans continuité numérique, Equestria Historia. Apparemment, certaines sources m'indiquent que cet épisode est quasiment devenu une légende maya dans le folklore local, sûrement à cause du manque de sanité de son prophète et l'ancienneté de sa prédiction. Il ne manquerait plus que l'épisode soit rempli d'incohérences, mais bon, ne vous inquiétez pas, vous prenez des Equestria Historia pour quoi? La carte d'Equestria? Au fil des saisons, voire même depuis le début de la série, les questions sur le monde d'Equestria n'ont fait que se multiplier à la vitesse d'un Sonic Rainboom, en particulier les questions tournant autour de sa création et de son histoire. Et comme cette chronique s'appelle Equestria Historia, nous allons évidemment ignorer ces points et plutôt analyser la carte d'Equestria parce que what I don't know I can't even. Que dire à propos de cette carte? Eh bien, plein de choses évidemment, mais pour que cette vidéo reste dans son quota de 8 minutes et des poussières de fées, 70% de ces choses ne seront pas couvertes lors de cet épisode. Ne me remerciez pas. Tout d'abord, un des points phares de la carte, mis à part le fait qu'elle a créé une levée de foule incroyable lorsqu'elle a été dévoilée, est bien sûr le fait qu'elle figure en son sein de nombreuses villes qui n'ont pas encore été dévoilées par nos héroïnes équestres certes, mais également le fait que certaines villes et régions nommées par nos héroïnes équestres n'y figurent absolument pas. La carte serait-elle incomplète? Pas vraiment non, il faudrait prendre ce problème à l'envers. Bravo Anon, merci beaucoup. Ouh là là, le niveau est tellement haut, impressionnant, merci beaucoup Anon. Ah là là, donc, je disais, il faut voir cela autrement. Pourquoi certaines zones ne sont-elles pas sur la carte? Eh bien, aussi fou que cela puisse paraître, la réponse est très simple. Pokémon. Mais monochrome, me diriez-vous, est-ce que tous ces mois en ermite sans internet t'ont grillé le cerveau? Oui en effet, mais là n'est pas la question. Pour revenir sur le sujet, ce principe de dit mais pas montré est également présent dans le dessin animé Pokémon. Sacha et ses amis ont visité maintes villes comme Chocoville et la Rouge City qui n'étaient pas présentes sur la carte originelle de telle ou telle région dans les jeux. Cela s'explique par le fait que seules les villes d'importance majeure sont marquées sur la dite carte, les plus ou moins métropoles de la région. Phénomène du coup qui se retrouve et qui est assez similaire au sein de la carte d'Equestria, ne mettant en avant que les zones iconiques. On pourrait même extrapoler que seuls les lieux mettant en avant Equestria et l'Empire de Celestia apparaissent sur la map, mais bon, cela est une autre histoire. Un autre point mettant à mal la carte d'Equestria est le dilemme de l'Empire cristallin. Oui, quand c'est pas sa dirigeante qui pose problème, c'est sa ville entière qui me dérange. Génial. Bref, concernant le pays de Crystalka, deux choses posent problème. En premier lieu, le fait qu'il ne s'agit que d'une ville, et deuxièmement que ladite ville se trouve au nord de Canterlot, et pas dans le nord gelé. Alors pour répondre à ces problèmes, déjà il faut comprendre que personne n'a jamais dit que l'Empire cristallin se trouvait littéralement dans le nord gelé. Nos protagonistes ont certes dit qu'il était au nord et que tout était gelé, mais ça ne prouve pas qu'il se trouvait dans le nord gelé. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'était la cause des blizzards gelés, mais bon, ça a sûrement quelque chose à voir avec Sombra ou les Wendigo. Sombra qui lui, en effet, a été scellé 1000 ans dans le nord gelé et revient de là-bas, contrairement à l'Empire. Aussi, concernant la ville en elle-même, il y a une justification très simple à sa position. Ce n'est que la capitale de l'Empire. Ces territoires s'étendent sûrement à travers le nord glacé, gelé, enfin peu importe comment on l'a appelé, et toutes les montagnes de cristal, d'où viennent leurs cristaux d'ailleurs. Étant des poneys, il n'est pas choquant que leur lieu de vie soit à Equestria. Vous savez, Equestria. Cela explique aussi le nom de l'Empire cristallin. À la base, il ne s'agissait que d'une principauté, dirigée par une princesse, mais comme la dite principauté a acquis d'énormes territoires comme les montagnes de cristal ou le nord gelé, techniquement, elle est devenue un empire, vu qu'un empire se caractérise par une ridiculement grande possession de territoire. Ah sinon aussi, tout ce que je viens de dire là peut être complètement jeté à la trappe maintenant vu que la carte a été mise à jour et que l'Empire contre-attaque est maintenant bien derrière les montagnes de cristal, donc il n'y a plus vraiment de polémique. Bah bon, génial hein, je suis tellement content que le script original de cet épisode date d'il y a 13 mois. Vive la productivité. Enfin bref, avec Twilight qui est maintenant une princesse en bonne et due forme, Celestia a intérêt à faire attention ou elle se retrouvera avec un second empire sur les pattes. Ainsi qu'une ville en moins d'ailleurs qui sera clamée capitale du dit empire et des territoires en moins également. Vive la géopolitique. D'ailleurs, en parlant de géopolitique et de cartes bien entendu, vu que c'est le but de l'épisode, on retrouve également un problème de cartes dans l'arc du retour de Chrysalis au sein des comics. Aussi bien que j'en parle beaucoup, non, Equestria Historia n'est pas sponsorisé par IDW. Eh, c'est une bonne idée ça. En effet, lorsque le Main Six décide d'aller retrouver le royaume de Bug Waifu, celles-ci doivent traverser toute la région au sud d'Equestria, qui est alors montrée via une carte, justement. Longue histoire courte, cette carte s'est avérée être en complète contradiction avec ce qui fut montré du sud d'Equestria dans la série, que ce soit par les Badlands Incho, ou plus récemment la carte du château. Enfin récemment. Et on y arrive, attendez encore un peu. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma très détaillé, il y a un paquet de zones dans ce fragment de carte qui diffèrent comme ça et ça.
Entièrement canon ou non alors? Eh bien la réponse à cette question s'explique par la règle d'or et plus importante des comics, ceux-ci sont canoniques jusqu'à temps que le show dise le contraire. La série est prioritaire sur le canonisme de ce monde. Par exemple, Twilight Velvet était l'auteur des livres d'Haring-Do canoniquement jusqu'à Daring Don't, où il a été révélé que Daring-Do écrivait elle-même ses livres. Comme dans Just Another Feather. Donc en conséquence, comme la série est prioritaire, cela fait de Daring-Do l'auteur canonique de ses livres. La version du comics devient obsolète et perd sa canonicité. Et donc, à propos de la carte du sud d'Equestria, cela donne la même chose. La carte des comics était la version officielle, canonique de cette région, jusqu'à ce que la série montre sa propre version, remplaçant ce canon. Par extension, cela s'applique aussi à la carte du château. La carte officielle n'est pas fausse, il s'agit juste que comme la série est prioritaire, c'est celle qui est montrée dans la série qui devient canon. C'est exactement le même raisonnement que pour la carte des comics. Ce principe est fort pratique pour les scénaristes de la série, notons-le, car ça leur permet de modifier à leur gré le canon de la série. Car au final, tout n'est qu'une question de degré de priorité, de degré de canonisme. Attendez quoi, qu'est-ce que... Eh bravo, tu as battu ton record de prononciation du mot canon en une seule tirade, impressionnant! Vraiment, tu trouves? Non, c'est juste pour la forme, je m'en fiche moi. Un autre point à prendre en compte qui permet de justifier ces changements est le degré de nécessité. Pour le show, la carte des comics, pour reprendre cet exemple, est à prendre comme une source d'indication bonus. Cohérente dans les comics, mais pour l'instant non relevante à la géographie dans la série, encore une fois, car elle ne sert qu'à apporter des précisions utiles à une situation bien donnée, comme en l'occurrence traverser le sud pour les Castagnets d'Arcadance. Ce type de mention peut étrangement s'appliquer aux cartes dans la série aussi, comme la carte d'Applejack ou celle de Granny Smith, étant généralement très floue d'ailleurs, n'apportant rien de pertinent, sauf dans la situation où on les voit. En même temps, ce sont des terrestres, c'est des paysans qui les ont faits, donc c'est pas comme si c'était réputé pour leur grande utilité. Pour illustrer ce principe de carte utile, prenez par exemple une carte du métro de Paris. Oui, encore un de mes fabuleux exemples, je sais. Ce type de carte reste une carte couvrant Paris, elle ne remet pas en question la carte des rues de Paris, mais ce n'est qu'une version correspondant à nos besoins. Sur une note à part, à propos des cartes valables pour représenter Paris, vous avez aussi cette carte, et aussi cette carte. Mais bon, là je dérive un peu trop du sujet. On peut même dire que je sors de la map. Mais toutes les cartes ne sont pas source de confusion, n'est-ce pas? Eh bien non, fort heureusement. Ou plus ou moins, car il y en a une qui m'intrigue, qui donne du sens et qui m'a fait réécrire toute la fin de cet épisode et retourner 2h10 d'enregistrement, la carte du château, alias la Cutie Map. Donc oui, la TCM pour The Cutie Map, pour le cheval qui ne suit pas au fond, a fortement changé la donne en matière de géographie, sans parler de la nouvelle carte 2.0, mais là on va dire que je l'intègre à la TCM pour faire gagner du temps, bien qu'elle n'ait zéro ressemblance à la Crystal Cart. Hein? Comment ça, vous voulez pas gagner du temps? Mais imaginez tout ce que vous pourriez faire après cet épisode, comme ça, ou d'accord, j'ai compris, on enchaîne. Donc, en effet, l'holomap de Twilight a apporté beaucoup de choses. Déjà, beaucoup de nouvelles zones, comme des nouveaux royaumes, une zone de démons mortels maléfiques à 100 km de Ponyville, un but / fil rouge / plot device pour la saison 5, et du côté de la néomap, des étendues d'eau proportionnelles à l'ego des princesses, des zones très mystérieuses, et un gigantesque morceau de continent qu'aucun poney en plusieurs millénaires n'avait remarqué, alors qu'il se trouve entre deux grosses villes. Entre autres. Encore un problème de cohérence? Disons que c'est encore un problème de nécessité. Les zones géographiques utiles sur le coup sont représentées dans la Digimap, mais les vraies intentions géographiques sont représentées sur la méga-carte. Pour moi, c'est un choix pour faciliter la compréhension du jeune téléspectateur. Pas forcément le bon, c'est discutable, mais bon, ça reste un choix plus qu'un oubli ou une erreur. Et ce point résume assez bien tout le dilemme de cet épisode. La carte n'est pas criblée d'incohérences, elle change juste d'apparence selon la situation pour mettre en avant le contenu nécessaire. Elle est crédible en elle-même, et si elle réussit quelque chose à chaque fois, c'est au moins de stimuler notre imagination pour imaginer notre nation préférée dans toute sa largeur. Notamment avec tous ces lieux très intéressants, que Twilight et compagnie vont sûrement aller tous explorer d'ailleurs, y compris les anciens comme Las Pegasus dernièrement. Néanmoins, cela n'empêche que la carte d'Equestria a encore un gigantesque potentiel, et les prochains épisodes ne manqueront pas de nous le confirmer, j'en suis plus que certain. Je suis Monochrome Script, le premier analyste brownie français, et je désapprouve cette théorie. La carte n'est absolument pas fausse, au contraire, elle est juste en constante évolution, comme la série d'ailleurs. Le principe de degré de canonisme et de degré de nécessité sont vraiment les notions clés dans cette histoire. Donc attendez-vous sûrement à d'autres variantes de la carte au futur. Equestria est un vaste pays, mais la planète l'abritant l'est encore plus. Les possibilités sont nombreuses avec les cartes, et comme le disait mon grand-père... Ah non, t'as pas intérêt! Crois en l'âme des cartes, Yugi! Ah!
Ah, aussi, car je sais que vous allez me le faire remarquer, cet épisode est plutôt finalement centré sur la carte en elle-même, plutôt que sur ces villes. Mais bon, j'ai été plus inspiré sur le thème général, donc... Oh mince, regardez, l'épisode est presque déjà terminé. Oh, quel dommage. Oh, je dois vous laisser, au revoir. Allez tout le monde, ciao, bye bye. Coupé.